toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec Rachel qui fait semblant d'être figée. Mais je sais, on voit que tu n'es pas figée, on voit ta respiration, Rachel. T'avais préparé ce gag depuis très longtemps? Non, il m'est venu comme ça, en dansant juste avant le lancement. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. On se retrouve ce matin en live pour ceux qui regardent sur Twitch, puisque cette vidéo est également diffusée en différé, cette fois-ci sur YouTube. Nous allons vous parler des jeux de société qui arrivent en boutique et qui sont distribués par Néoludis, distributeur de pas mal d'éditeurs. On va passer en revue un certain nombre d'éditeurs ce matin. Je vous fais pas la liste parce que je vais en oublier, mais il y a un peu de Super Meeple, un peu de Regames, un peu de Nostromo et quelques autres, un peu de Lucky Duck Games. Ouais. J'ai quand même commencé cette liste, j'ai pris des risques. Qui vont sortir. Pardon. Et Tiki Édition. Je le dis juste parce que comme ils n'ont pas beaucoup de sorties, oui, ça mérite d'être signalé. Tiki Édition, effectivement, cette semaine. Le programme de cette émission, ce sont les sorties. Comme d'habitude, quand on fait une petite revue, on va peut-être vous mettre l'eau à la bouche. On va vous parler de jeux de société qui vont arriver bientôt. Ça risque de vous créer quelques envies. Et comme d'habitude, pour ceux qui regardent en live sur Twitch ou ceux qui regardent en différé sur YouTube, vous allez pouvoir nous indiquer les jeux qui vous attirent le plus, ceux auxquels vous avez vraiment très très envie de jouer. Vous nous les marquez dans les commentaires. On est curieux de connaître votre liste et moi je vais le faire aussi en direct. Je vais vous dire ceux qui m'attirent le plus, que je connais déjà éventuellement, mais je les connais pas tous. De temps en temps je vous dirai, celui-ci, là tu m'as créé des envies, puisque Rachel, tu es la grande spécialiste du pitch. Tu as un talent tout particulier pour nous expliquer en quelques mots les jeux. Je mets la pression là. Oui, tu me mets la pression, surtout que j'ai pas trop révisé parce que pour l'anecdote, j'avais oublié qu'aujourd'hui c'était férié. Donc j'espère que vous profitez bien de votre jour férié. Tu sais, quand on a décidé la date ensemble, j'avais complètement oublié. Moi aussi. Et c'est quand les collègues vendredi se disent « Mon week-end, mardi !» Je dis « Mais non, lundi, moi j'ai les matinales. » J'avais oublié. Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on enregistre nous avec ceux qui sont présents, donc peut-être il y aura un peu moins de monde ce matin en live, mais comme on rediffuse sur YouTube, c'est le but aussi de cette vidéo, c'est d'être accessible à tous et notamment aux bars aux joueurs, mais aussi aux boutiques qui vont commander ces différents jeux pour vous les proposer, pour les rendre disponibles, et puis il vaut mieux les connaître, donc on va vous permettre de mieux les connaître très rapidement. On va suivre les sorties de 3 dates parce que vous ne sortez pas systématiquement des jeux toutes les semaines. Évidemment, les éditeurs peuvent vous commander des jeux en permanence, les boutiques peuvent vous commander des jeux un peu n'importe quand, mais il y a des moments clés sur les sorties. Donc il y en a eu une qui est déjà passée, c'est vendredi dernier, le 17 mai, il y a une série de jeux qui sont arrivés en boutique. Il y aura une autre sortie à la fin du mois de mai, le 31 mai, et on va vous parler des sorties du 14 juin. Voilà. Et après, fin juin, on se le garde pour plus tard, parce que habituellement, on n'a pas de sortie pendant l'été, mais là, avec ce qui se passe dans le Détroit, le problème des conteneurs en Chine, pas mal de jeux ont pris du retard, donc il y aura des sorties début juillet. Donc on se retrouve, Martin, c'est pas fini. On se retrouvera fin juin pour couvrir les sorties de fin juin et les sorties de l'été. Et pour éviter, contrairement à d'autres matinales, d'avoir un afflux avec du jeu de rôle, des extensions qui prennent du temps au dépend de d'autres jeux, j'ai épuré la liste. Il y a tout ce qui est jeu de société. Il y a vous verrez, une exception, une extension, parce que c'est d'un jeu assez récent, et je me suis dit que ça intéresserait les gens. Mais j'ai enlevé le jeu de rôle parce que, problème de pertinence, souvent je suis pas très à l'aise et j'ai pas grand chose à en dire. Donc. Voilà, mais j'existe quand même. Il y a une série de jeux de rôle. On peut de toute façon se renseigner aussi sur le site de Néoludis. On voit pas mal d'informations qui y circulent. Et puis se tenir informé avec les réseaux sociaux aussi. On peut vous suivre. J'ai mis toutes les références sur les différents réseaux sociaux en bas de l'écran. Vous pouvez les retrouver. Abonnez-vous. C'est le moment de vous abonner à plein de trucs pour pouvoir suivre au jour le jour ce qui paraît chez Néoludis, chez les différents éditeurs que vous distribuez. Alors, on va commencer directement par le premier jeu. On commence 17 mai, donc les jeux qui sont sortis vendredi dernier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a un festival un peu connu. Alors, c'est pas le plus important à Cannes, mais le festival le plus important a lieu. Le festival du Lidiland ? Non, pas du tout. Non. Je sais. Le plus important à Cannes, c'est fin février, le festival des jeux de Cannes. Mais là, il y en a un plus petit, mais qui quand même marque beaucoup les gens. C'est le festival. Ah, celui où ils montent les marchands rouges, eux aussi, comme nous. Oui, ils ont un peu copié sur le festival des jeux, exactement. C'est le festival du film de Cannes. Et il y a un jeu, ça fait 2 ans d'ailleurs que chez Lucky Duck Games, on a un jeu qui colle avec le festival du film, parce que l'année dernière, c'était Saturn qui était paru à ce moment-là. Il y a 2 ans, c'était quoi ? Il y a 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, cette année, c'est Hollywood 1947. Je ne sais pas s'il y en avait un il y a 2 ans.
Ouais. Hollywood 1947, premier jeu dont on Donc vous parle aujourd'hui sur le cinéma. c'est donc un jeu, dans ces petites boîtes. Alors j'ai sorti quelques jeux derrière, mais celui-là, j'allais l'attraper, mais je risque de faire des bêtises. C'est un jeu de chez Facet Game, l'éditeur originel qui est assez reconnaissable avec, ses boîtes, livres, magnétiques, si vous connaissez Bristol et Tortuga. C'est le troisième localisé en France, de cette série-là. Et alors je devrais pas donner mon avis comme ça, mais c'est mon préféré de la série. C'est celui où le gameplay est le plus élaboré. C'est un jeu à rôle caché où on est en pleine guerre froide, côté, industrie du cinéma. Il y a je vais dire des capitalistes, oui, des capitalistes et des communistes, et le but du jeu, c'est de mettre de la propagande dans les films, d'être, si je suis communiste, de mettre de la propagande communiste dans les films pour recouvrir avec des rhodoïdes, ces affiches de films qui vont apparaître au centre de la table. Et comment ça va se jouer? C'est assez simple. Alors, on est sur un jeu à rôle caché où les communistes ont un avantage. Ils se voient au début de la partie façon ah, communiste, ouvrez les yeux, mais ils ont un désavantage, quelle que soit la configuration au nombre de joueurs, ils sont souvent beaucoup moins. Et Oui, ensuite, comment ça va se passer? Chacun son tour, on fait une action. C'est je peux changer de rôle parce qu'on a des métiers, on est monteur, on est scénariste, on est acteur, actrice, etc. Ou je peux lancer les dés de chez deux joueurs, vous comprendrez pourquoi, ou je peux faire le rôle qui m'est attribué. Et en fait, pourquoi c'est important de lancer les dés, c'est que ces dés-là, s'ils ont une face étoile, à la fin de la manche, vous pouvez mettre une carte propagande face cachée dans le film pour essayer d'être majoritaire de votre camp dans cette pile-là. Sauf que c'est un peu chaotique, il faut pouvoir mentir aisément. Donc on rajoute une carte de la pioche, on mélange et on en défausse une. Et on révèle le symbole majoritaire, fera sa propagande finale au film. Et en fait, ça a un effet, oui, c'est, si vous avez joué au jeu, comment il s'appelle? Ah, le jeu inspiré du film de Carpenter, The The Thing. Thing, oui. Ouais, voilà, ça ressemble à ça en mode beaucoup, beaucoup plus light. Et je trouve que c'est assez intéressant dans les mensonges qui sont permis de donner. Tu vois, dans les autres jeux à rôle caché, Résistance et tout ça, si tu joues avec des joueurs qui ont une mémoire assez formidable de ce qui se passe d'une manche à l'autre, les mensonges ne passaient pas. J'ai trouvé que dans Hollywood 1947, le bagou passait un petit peu plus facilement. Oui, alors c'est des jeux en général qui se jouent en grand groupe dans cette collection qui est publiée à l'origine par les éditeurs Facade Games. Celui-ci, on l'a vu, il est signé par Travis Hancock. Et alors, l'un des gros intérêts de ce jeu-là, c'est aussi tout cet univers, de tous les différents films que l'on voit, qu'on a envie de regarder, les petites cartes qui sont disposées à l'intérieur du jeu, sur lequel on va composer des films. Alors, ça sert de background, hein, c'est pas un élément avec lequel on joue particulièrement, Le background. mais c'est un univers de jeu qui est vraiment très très agréable. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me plonger dans l'univers du cinéma et puis de lutter contre la gangrène communiste, évidemment. Mais non, c'est le meilleur rôle. On prend pas tellement parti dans ce jeu, hein. On joue l'un ou l'autre de toute Oui. façon. C'est pas un jeu qui va vous donner des leçons politiques du tout. Mais par contre, voilà, un chouette univers sur ce jeu-là. Tu l'as C'est joué celui-là? Hollywood. Oui, oui, nous on a joué, oui. Hollywood 1947, le premier jeu dont on vous parle. Si vous aimez le cinéma, en tout cas, voilà, c'est la bonne période pour se faire une soirée ciné. C'est déjà disponible en boutique. Tout à fait. Il faut que j'arrête de boire, sinon je vais devoir aller vous quitter Pour aller aux dans toilettes, le live. bah, je meublerai, tu sais, je suis capable de meubler. J'en ai fait tellement des lives. On a parlé de festival. On va Ah là rester. là, tu fais des. Ouais, je fais des transitions, mais je suis un professionnel maintenant, hein. Je commence à être un professionnel. J'ai mis un certain temps à le devenir, mais bon. On va rester sur les festivals avec Festivibes. Quel nom incroyable. Petit jeu. Rigolo, j'aime bien le nom. Chez je vais pas réussir à dire. Musoka Studio. Oui, Musoka Studio, donc dirigé par Maxime Gaillard, quelqu'un qui vient de l'industrie du jeu vidéo, qui avait envie de faire du jeu de société et qui avait envie de faire il est très bercé par les cultures asiatiques et il avait envie de faire du jeu de société qui reprenait cette pop culture-là. Donc ses premiers jeux qui arrivent sont des jeux made par un auteur français, Pascal Bernard, mais il est sur place en Asie
dans différents pays, il bouge pas mal pour essayer de trouver des projets de localisation plutôt chouettes. Oui. Donc, Festivibes, qui est un jeu d'enfoiré, on va pouvoir le dire, c'est suffisamment poli, enfoiré pour Oui, Twitch. oui, oh, bah, c'est un mot très distingué même. Qui est un jeu d'enfoiré où on a des cartes en main qui sont ou rouges, elles infligent des points négatifs, ou vertes, elles infligent des points positifs. Il y a des festivals, et à votre. Oui, non, à chaque fois, tout le monde a le doute à dire des festivals. Il y a Tu des veux dire des festivals en festivals? co ouais, Ah il y a ouais. des festivals, donc des colonnes au centre de la table et à votre tour, soit vous rajoutez une valeur sur un des festivals où il y a encore de la place, soit vous mettez votre ticket à votre couleur au-dessus du festival pour dire: «Moi, je participerai à ce scoring» et donc forcément, si j'attends de savoir que le festival, il va avoir que des vibes, plutôt vertes, plutôt positives, bah, forcément, il y a d'autres joueurs qui vont jouer avant moi, qui vont se placer, sur les festivals. Si je me place sur un festival très tôt, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tous les joueurs derrière vont venir, le pourrir et on essaye de s'en sortir au mieux. C'est tout simple, ça se joue très rapidement. Je sais pas quel temps de jeu il y a indiqué sur la boîte, mais si vous avez des habitudes de jeu, ça se joue en 10-15 minutes grand max et c'est plutôt rigolo. C'est marqué 15 à 25 minutes, donc c'est à peu près ça, effectivement. Petit jeu très rapide. C'est signé par Pascal Bernard, Oui, c'est ça. Et donc tout petit jeu, petite boîte. Musoka Studio, c'est leur premier jeu, Musoka Studio? c'est leur premier jeu, ouais. Il en arrive, ils ont plusieurs jeux qui arrivent quasiment en même temps Oui, et ils en ont ai. d'autres qui sont distribués chez MAD. D'accord. Ah oui, d'accord. Tout n'est pas distribué par vous. Non. Oui, parce que là, il y en a un deuxième que je vois dans la liste qui arrive en même temps. Boba Live, on va en parler juste derrière. Donc, tout petit jeu, ça me tente bien. Alors, c'est le genre de jeu auquel il faut qu'on y joue. Là, il faut qu'on se rende compte pour voir si les petits casse-têtes qui sont générés par la mécanique du jeu vont nous plaire. J'y ai pas encore joué, je peux pas vous donner de ressenti pour l'instant, mais je suis assez curieux de le découvrir. Festivibes. Oui, Festivibes et le prochain qui du coup est, Boba Life, tu vois? Quand on parlait de pop culture, ben, quand il est arrivé pour nous le présenter, Maxime il nous avait dit: «Ah ben vous savez que les bubble tea ça se vend, hein?» et il nous donne une quantité impressionnante de la quantité journalière de bubble tea, qui se vend en France. Vous savez, il y a des modes, à un moment donné, c'est la mode du lama, Je maintenant sais pas c'est ce que has c'est been. le bubble tea, en fait. Ouais, Ah c'est non des boissons avec, alors, tu dans les grands centres-villes, tu as plein de ces magasins qui vendent des bubble tea et c'est des boissons avec, les billes à l'intérieur, c'est soit originellement, c'est des trucs avec du tapioca, mais maintenant souvent, c'est rien que du sirop de sucre et ça fait des trucs, ultra sucrés et tu Ouais. as des trucs, divers et variés comme ça peut être un simple jus de fruits comme ou, plutôt ressembler à un iced tea ou être dans la vibe, matcha et compagnie, moi, j'aime que ce fait maison par la copine qui le fait avec des vraies billes de tapioca. Sinon, j'aime pas. Ah bah écoute, moi il faut que je me renseigne. Je n'ai jamais bu de bubble tea. J'en ai entendu parler un peu là dernièrement parce qu'on a joué à un jeu de société où on peut se commander des bubble tea. Le nom va m'échapper. Over quelque chose, Ah, café. Overcooked? Non, oui, celui avec le beau matériel? Non, non, le petit jeu Order Overload de Order café. Overlord. Et on peut commander du Ouais, bubble tea. du Donc j'ai bubble tea. entendu le mot plusieurs fois, mais j'avais pas tilté. Je m'étais pas dit, tiens, je sais pas ce que c'est. Du bubble tea. Il faut que je boive du bubble tea. C'est ma nouvelle mission. Tu m'as fait acheter des jeux très régulièrement. Ça y est, tu vas me faire acheter des boissons. C'est parti. Mais non, je vais te dire que attention, Ben tous ne oui, mais sont non, mais pas quand même, super c'est pour bons. pas mourir idiot. Mais en fait, tu sais, les gens sont très dans le rituel et on en parlera pour Omega Jackpot à la fin de la sélection. Je crois qu'il y a ce truc avec le bubble tea où, tu sais, quand tu l'achètes dans un magasin, ils te le ferment avec un opercule plastique et il y a ce rituel d'aller percer l'opercule plastique avec ta paille. Ah, je connais pas tout ça. Moi, il n'y a pas de magasin par chez moi, mais il faut que je trouve des endroits où on peut acheter du bubble tea. J'ai l'impression que je suis pas, j'ai pas accompli ma vie. Il faut que je découvre tout ça. Alors, Boba Life, il y a du bubble tea. Il paraît qu'il s'en vend beaucoup. J'ai entendu dire ça il y a pas très longtemps. C'est aussi un jeu de Pascal Bernard. Tout Et à c'est fait. aussi un petit jeu de cartes. Oui, et là, c'est, très, très familial. Ça pourrait être mon premier jeu, de stratégie. L'idée, c'est que à son tour, soit on rajoute une carte dans la rivière, soit on prend des cartes de la rivière, façon District Noir, mais en multijoueur. D'accord. Mais le premier qui s'arrête pourra récolter plus de cartes. Sauf que dans les cartes, quand je les récupère, je dois forcément récupérer, les dernières et je vais chercher à viser certaines choses
puisque les bubble tea que je ramasse vont me servir à valider des commandes, une autre rivière de cartes qui est au-dessus et je pourrais servir vraiment mes clients dans le désordre, mais si je les fais dans l'ordre en commençant par le premier, puis le deuxième, puis le troisième, on imagine bien que ça se fait pas dans une file de dire: «Monsieur Wittberg, vous êtes arrivé après tout le monde? Tenez votre, bubble tea». Donc le jeu vient juste nous récompenser de manière positive si on les sert dans l'ordre et ne nous punit pas de ne pas le faire et on essaye d'optimiser tout ça pour avoir le plus de billets avec, des petits chiens dessus. Ne me demandez pas quelle race de chien c'est, mais c'est vraiment très, très familial. C'est, au moins si j'achète ça parce que j'aime les bubble tea par exemple, je risque pas d'être, déçu ou ne pas Oui. pouvoir accéder au jeu ou ne pas comprendre les règles. Eh ben, je veux jouer à Boba Life avec un bubble tea. C'est ma mission pour les semaines qui viennent. Je suis sûr que familialement, je vais avoir des gens qui vont m'accompagner là-dessus, qui seront ravis de tester l'expérience. Ah, si je pouvais te faire livrer du bubble tea, je Non, crois que je je ne le sais pas où ça ferais. se trouve. Je suis en train de regarder. J'écoute d'un œil discret la suite de l'émission et j'essaie de voir où est-ce que je peux trouver ça On va sur mon essayer d'arranger téléphone. ça avec Blandine. Et bah, Alors, du on coup, est c'est je toujours. dois faire la transition comme une grande? Ah, tu veux le faire la transition? Ah, Faut mais qu'il j'ai y ait un pas la lien logique, hein. transition. Là, je Heu, t'écoute. C'est toi alors, qui t'es lancé. Moi, j'allais le faire, mais bon, tiens, je te je laisse pourrais dire que puisque dans tu as. Boba Life, je voulais à la fin de son tour, les bubble tea qu'on n'a pas utilisés, se périment et on les passe à 90 degrés et si on les a pas encore utilisés à la manche suivante, ils se retournent et ils nous font perdre des points. Il y a des bubble tea, on ne veut pas les récupérer parce qu'ils sont périmés et tu sais ce qu'il arrive aux humains quand ils sont périmés? Ils deviennent des zombies! Ah, si tu avais été plus maligne, tu aurais pris le jeu d'après. Ah mince. Donc Pardon de te comment tu me critiquer, parles? mais c'était plus facile de faire la transition. Attention, donc, J'ai pas la transition non plus avec les chocobos, mais Chocobon, bubble tea. Ah, moi je trouve que je peux ah. trouver des trucs qui se mangent. On va vous parler de Chocobos Dungeon juste après. Alors, c'est pas des chocobons, mais il y avait moyen de faire des blagounettes avec. Mais non, la transition s'est faite sur Hit Them All, qui n'a pas quand même grand chose à voir avec les bubble tea. Bravo pour cette transition très imaginative. Hit Them All, c'est le jeu de zombies qui est signé par Loïc Lamy, auteur toulousain à l'origine, je crois, Oui, qui est en mais je crois Norvège qu'il est maintenant. plus ouais et je crois qu'il est plus toulousain, ouais, mais je sais pas où il Ah, il est. est norvégien maintenant. Il vit Ah en ouais? Norvège depuis 2 ans et il est auteur de Hit Them All. On le revoit dans le jeu de société parce que ça fait un petit moment que j'avais pas vu son nom sur une boîte. C'est publié par Ori Games et cette fois-ci, attention, invasion de zombies, mais rassurez-vous, pas de panique, tout va bien. C'est vous qui allez incarner les zombies. Et on va venir essayer de dévorer de l'humain. Alors souvent le jeu est présenté comme ça, comme si c'était, la force du jeu, c'est l'originalité du jeu. C'est-à-dire que pour une fois, on n'est pas des humains qui essayent de buter des zombies. On est chacun, parce que c'est bien un jeu compétitif, une horde de zombies et on essaye de faire des points de victoire en bouffant de l'humain et j'aime bien dire pour que les gens se projettent, qu'est-ce qui rapporte, des points? En gros, c'est chaque fois que vous mordez, tout simplement mordre, de l'humain et ensuite quand un humain meurt, quand on lui a pris son dernier point de vie, il y a ce qu'on appelle un festin. Vous savez, comme dans tous les films de zombies, quand tous les zombies se ruent, sur le cadavre, des points de victoire qui sont attribués en donnant là-dessus le personnage au joueur qui participe le plus au festin. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de majorité entre les morsures qu'il a effectuées et sa présence autour du cadavre au moment de la mort. Maintenant, comment ça va se jouer? De manière, assez simple. À son tour de jeu, un joueur choisit une carte dans une rivière et va la mettre dans la défausse et lui va réaliser toutes les actions de la carte, là où tous les autres joueurs, une fois que lui il a réalisé toutes les actions de la carte, vont simplement faire celle de l'effet duo, qui permet des choses, quand on a compris l'essence du jeu, des choses assez simples comme popper, se déplacer et mordre et rajouter de nouvelles cartes, mais ça reste assez anecdotique. Donc on essaye comme ça de gérer au mieux ses déplacements, mais la grande force du jeu, c'est cette gestion et j'allais dire presque IA, des humains qui leur donne une personnalité. Chacun des humains va réagir différemment et on va gérer cette, IA des humains juste par un deck de cartes. À la fin du tour de tous les joueurs, on va tirer 2 cartes humains qui vont dire comment ces joueurs, réagissent. Et il y a la mamie qui est ultra bourrine, qui tire sur tout ce qui tourne, ce qui tourne, surtout ce qui est autour, d'elle, donc vous essayez de pas être dans la même pièce qu'elle à ce moment-là. Il y a le gamin qui essaye de s'enfuir, mais quand le gamin il s'enfuit, ses points de victoire, disparaissent. Il y a celui qui a ultra peur et il est un peu embêtant parce qu'il crie
et il fait tomber les humains, il les effraie, ce qui fait que leur prochain point d'action consistera à se relever. Et souvent, quand on dit IA, on pense à tous ces jeux, par exemple, avec un mode solo, des nouvelles règles à lire. C'est la même iconographie presque que les zombies, donc ça se joue très facilement. Et un autre point fort du jeu, c'est que le jeu a un plateau recto verso avec vraiment deux sensations de jeu très différentes. Dans la première, c'est une maison et les humains sont dans la maison. On essaye d'y pénétrer alors qu'eux essayent de s'y barricader. On chute dès qu'on passe les seuils de porte. Et dans la deuxième, c'est un cimetière. Et les humains vont essayer de traverser le cimetière en se divisant en chaque intersection, là où nous, on apparaît, on apparaît comme ça dans les différentes tombes qui jalonnent le chemin pour essayer de mordre les humains qui y passent. Voilà, voilà. Voilà, avec une extension qui sort dans le même temps. C'est directement la petite extension qui est proposée. Hop, on la voit ici, c'est Dylan, petite extension avec juste... Alors c'est tout petit, hein, c'est un petit module supplémentaire que vous pouvez rajouter avec quelques cartes à l'intérieur. Pour ce jeu qui est une création Origames, parce que Origames fait aussi de la localisation, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de cette émission, mais là c'est une création, c'est assez original, à la fois dans la mécanique, dans les sensations, et je lis sur le chat là tout de suite, en direct, de ceux qui regardent l'émission, je l'ai testé à Vichy, nous dit Uplodge, et c'est très drôle comme jeu, effectivement, je pense que là on vous a expliqué la mécanique, on vous a expliqué les petites, les engrenages de mécanique en tout cas, qui ont lieu avec cette IA qui gère les humains, mais surtout, il faut insister sur la sensation. C'est un jeu rigolo. En réalité, il y a beaucoup d'émotions, enfin de partage autour de la table sur notre envie d'aller croquer. Vous le voyez de toute façon aux illustrations. Il y a de l'ambiance sur ce jeu-là. Et en fait, oui, c'est ça. Tu as raison de rappeler qu'il faut insister sur les sensations et tout ça. Et moi, ce qui m'a le plu, c'est que à la fin, il te reste des anecdotes de... tu sais, tu as créé une histoire, une aventure. Bah oui. Souvent, je compare la référence pour moi il nous reste quelque chose à la fin de la partie. Souvent c'est Subterra et c'est quelque chose de ce type-là. On se rappellera qu'au moment où Martin semblait largement vainqueur, il est tombé sur Mamie qui a tué 3 de ses zombies à un tour et qu'il a dû recommencer. Et il s'est pété la gueule à l'entrée. Et là, la gamine l'a achevé. Et Martin était fini. Mais voilà, on s'encourage à faire des bêtises, hein, naturellement. Et puis, dans les jeux de zombies, de manière générale, il y a beaucoup d'ambiance. C'est souvent des jeux d'ambiance, celui-ci, mais c'est souvent des jeux coopératifs. Celui-ci est compétitif. Ça change pas mal de choses aux émotions qu'on a autour de la table. Et bah forcément, c'est pas des copains autour de la table. Les zombies sont rarement copains les uns avec les autres, donc on s'encourage à faire de très mauvais coups, avec toute la mauvaise foi qui nous caractérise quand on joue à ce genre de jeu de société. Toujours le 17 mai, on aura fini avec les jeux qui sont déjà disponibles en boutique au moment où on enregistre cette émission. Chocobos... Attends, le dis pas. Je vais chanter l'air et les gens doivent retrouver. C'est un beau moment que je viens de passer là. Je veux si les gens ils ont trouvé dans le chat l'air que je chantais. Et je donne un indice, Golden Saucer. J'ai rien du tout parce que je connais pas du tout les jeux vidéo, parce qu'on parle d'un éditeur Square Enix qui est spécialiste dans le jeu vidéo à l'origine. Mais bon, les gens connaissent vraiment, c'est très connu ce jeu. Regarde, t'as quelqu'un qui a trouvé. Bah oui, regarde, t'en as deux qui ont trouvé. 3. C'est Final Fantasy, c'est ça? Oui. Et donc, à l'intérieur de Final Fantasy, il y a des éléments qui rappellent ce jeu. Il y a des créatures qui s'appellent les chocobos, qui a été mon surnom pendant quelques années. Ah bon? Allez, je vous raconte pourquoi. Parce que les chocobos, c'est une créature que tu montes, quoi. C'est le cheval dans Final Fantasy. Et comme j'ai jamais eu de voiture, quand je portais les courses, je portais plein de trucs et tout ça. Ben vas-y, porter les courses de la semaine à pied. Et donc mon chéri m'appelait le chocobo. T'as jamais eu de voiture? Quelques années. Non. Toujours pas? On a une voiture familiale, mais c'est toujours des voitures professionnelles de par mon chéri. Ok. Ah bah oui, bah j'ai connu ça pendant longtemps, porter les courses à la main. Je suis bien content de ne plus le faire. Ouais. Donc, Chocobo's Dungeon, c'est un jeu, alors que celui-ci je connais pas du tout, parce que moi je connais absolument pas l'univers de Final Fantasy. C'est Square Enix par contre, on connaît bien le nom de cet éditeur. Et c'est un jeu qui est signé par Yoshihiko Uto et Nao Shimamura, évidemment. Voilà, j'oserais pas te dire « Ah, mais comment tu prononces, Martin ?» Ah bah c'est sûr que c'est mal prononcé, il n'y a aucun doute là-dessus.
Les grosses Euh, cocottes, on nous dit, les chocobos. C'est des grosses oui, cocottes? c'est celle qui est sur la couverture, là. Ah mince, hop, de ce côté-là, Pardon. c'est une grosse Ouais. poupoule jaune. Et si tu les nourris et si tu les fais copuler avec les bonnes noix, tu peux en avoir de plein de couleurs différentes. Ah là là, j'en ai passé des heures à accoupler des chocobos. Bref. Chocobo's Dungeon, alors première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est indiqué à partir de 14 ans, mais voilà, ça c'est plus des histoires de normes, puisque justement on pourrait le décrire comme mon premier jeu coopératif. Vraiment, c'est pas sorcier, et si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais que c'est bien jouable à partir de 8 ans. Ah, d'accord. L'idée de Chocobo's Dungeon, c'est avec notre petit chocobo, notre créature à nous, il va y avoir des plateaux qu'on va mettre au centre de la table et il faut passer 4 niveaux. Un peu comme dans le jeu de loi, il y a des pistes et il faut que notre chocobo arrive au bout de la piste avant l'ennemi qui a sa propre piste à lui, la faucheuse, avant que la faucheuse n'arrive au bout de sa piste. Tous les joueurs ont des cartes en main, communication limitée. On joue chacun, alors le nombre dépendra du nombre de joueurs, une ou deux cartes de sa main. On en rajoute un certain nombre de la pioche. On révèle, on les classe par ordre croissant et on les met autour de la roue d'action dans cet ordre croissant-là. Et en fait, la roue d'action va nous dire les actions qu'on peut faire et on va pouvoir les faire à hauteur, à la force du chocobo qui est en face. Donc si par exemple il y a se déplacer et que je veux me déplacer beaucoup, je vais m'arranger pour que ma carte de force 3 ou 4 se retrouve face à l'action se déplacer. Et les actions, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de faire? De déplacer notre chocobo sur la piste, de malheureusement avancer la faucheuse, d'infliger des dégâts à des monstres qui, si je ne les ai pas tués à la fin du tour, vont infliger des dégâts à mon chocobo. Il y a une gestion de points de vie au-dessus. Et il va falloir aussi manger des légumes. Pourquoi manger des légumes? Parce que ces légumes, quand tu les stockes, ça permet de piocher des cartes. Parce que si un joueur, à son tour, doit jouer des cartes et qu'il n'en a plus en main, eh ben on a aussi aussitôt immédiatement perdu la partie. J'allais dire, c'est un peu, je grossis le trait, mais volontairement, c'est un peu du ce qui prend en coopératif dans comment on gère la valeur et la force de nos cartes. D'accord, bah voilà, je découvre le jeu, je découvre l'univers, je découvre le jeu. Alors tu me l'as pas incroyablement bien vendu pour le public que je suis, ce qui ne signifie pas du tout que le jeu est mauvais, mais comme je suis pas très coopératif et que je connais pas du tout cet univers, forcément, je vous ai dit, hein, je vous dirais ceux qui m'attirent le plus. Peut-être pas celui-ci en priorité en ce qui me concerne, mais je ne doute pas qu'il y ait un public, forcément, là, avec une licence pareille, qui soit directement attiré par ce jeu-ci. Mais je vais pas critiquer, hein, moi les jeux coopératifs, c'est un petit peu pareil, hein, donc. Voilà, bah oui. Et donc on a cité 5 jeux qui sortent le 17 mai, qui sont sortis, qui sont déjà disponibles en boutique: Hollywood 1947, Festival, Booba Life, It's Them All et son extension Dylan, Chocobo's Dungeon. L'embarras du choix, parce qu'on a des types de jeux qui sont vraiment très très différents entre le petit jeu de cartes, les jeux coopératifs, jeux à rôle caché, et celui-ci sur une licence très forte que l'on connaît, mais que tu nous dis très accessible. On va enchaîner avec le 31 mai, 3 jeux seulement sur les sorties de fin mai, uniquement 3 jeux, et là aussi, très différents les uns des autres. Alors, le premier, justement, l'exception qui est, puisque c'est une extension pour World Wonders, mais j'ai choisi de la mettre parce que le jeu étant suffisamment récent, il y a peut-être des gens qui, voilà, qui l'ont acheté et qui, justement, seraient intéressés de savoir qu'il y a une extension. Donc, une extension Oui, il est pour sorti en World fin d'année Wonders. dernière. Ouais. Fin d'année dernière ou début d'année? Fin d'année dernière? En fin d'année, moi je dirais, World Wonders. Oui, parce qu'on l'a découvert à l'été, il y a eu des présentations. C'était même pas l'été. Oh, je me souviens Vichy qu'on plus. l'avait présenté là. À la fin de l'été, ouais. Non, c'est en fin d'année. Un jeu de Z Mendes qui est publié à l'origine par un éditeur brésilien, si je ne me trompe pas, et réédité et localisé en France par Super Meeple. Un jeu dans lequel on va poser des monuments sur le plateau, des monuments de plein de types différents. Alors, il y a un aspect visuel qui est impressionnant sur ce jeu, parce que vous avez des gros monuments que vous allez pouvoir placer. Il y a un côté polyomino également, une organisation dans l'espace. Je suis assez sensible à ce genre de jeu, et donc je suis tout content parce qu'il y a une extension qui arrive. Moi je vous dis, je suis client de manière générale de tous les jeux de positionnement avec un aspect géographique. Il y a une extension qui arrive avec forcément de nouveaux monuments. Exactement, 9 nouveaux monuments. Alors, ça fera, j'allais dire, allez, dis-le Rachel, sois celle que tu es. J'allais dire, ça fera taire ceux qui disaient, on venait au bout, si on jouait au nombre maximum de joueurs, on venait au bout de la pile de monuments.
même si moi je trouvais ça normal, puisque pour moi le jeu il est là. La courbe d'apprentissage de à la fin, je connais les merveilles et leur placement par cœur. Donc, Mundo se joue de deux manières différentes. Soit on mélange ces 9 nouvelles merveilles dans le paquet et on fait une rivière de monuments comme dans le jeu classique. Soit on peut faire une rivière à part avec donc 2 merveilles du jeu classique et toujours une merveille de Mundo. Et ensuite, les merveilles de Mundo ont une autre particularité, c'est qu'elles rapportent des points, un peu, j'allais dire, comme un scoring de fin de partie, en fonction de si un objectif est atteint à la fin de la partie. Il y avait, j'essaie de me rappeler, le château japonais, le château non, bon, un château d'Asie, le château d'Imeji qui permettait de rapporter des points si notre cité, l'ensemble de notre cité était adjacent à un certain nombre de ressources naturelles. Deux. Deux ressources naturelles et une route, on le voit à l'écran là tout de suite. Le château de Himeji et les jardins suspendus de Babylone que l'on peut poser également. Donc voilà, nouveau monument, ça permet d'enrichir son jeu. Forcément, si on y joue régulièrement, ça devient indispensable. Il y a jeu A2 qui nous dit que c'était janvier 2024 la sortie de World Wonders. J'avais noté fin d'année dernière, mais effectivement, c'est le début d'année. T'as toujours raison, hein. C'est incroyable, ces gens qui ont toujours raison. Et en plus, je suis un peu une mauvaise gagnante, donc je vais frimer. Écoutez-moi, Martin, il dit que des bêtises. Et voilà, donc ça, c'est sur ma petite liste. Celui-ci, forcément, ça sera dans ma ludothèque, je vais le rajouter. Autre jeu qui sort fin mai, c'est un nouveau jeu chez l'éditeur Nostromo que vous localisez, que vous distribuez depuis quelques semaines maintenant. Clash 451. Clash 451. Alors, pour la petite histoire, il y a déjà un Clash 800 et quelques qui correspondra à Napoléon qui est prévu en Oui, fin qui est prévu. d'année. Ah, j'ai eu peur, Ouais, j'ai cru qu'il était déjà sorti, je me suis dit, oh là là, j'ai loupé un truc. ou début d'année prochaine. Et là, Clash 451, on est sur le thème de Attila et c'est la date supposée de la bataille des champs cataloniques. Et c'est C'est un un événement jeu. ce jeu. C'est un événement parce que, alors c'est un jeu Nostromo Édition, c'est leur cinquième, sixième jeu, quelque chose comme Ouais, ça, par leur là. sixième publication, ou cinquième, mais c'est la première qui n'est pas signée par François Bachelard, si ma mémoire est bonne. Si j'ai tous les précédents jeux en tête, on a eu Orc versus Orc, on a eu, qu'est-ce Ouais. qu'on a eu d'autre qui est distribué par vous? Rivality. Ah oui, mais on peut dire tout ça. Orc Oui, versus Orcs. Eteria, euh, ah, euh, ouais. Celui de la pyramide égyptienne. oui, Saré. Sarré. Rivality. Ah oui, tu as raison. Tu vois, j'avais même pas fait attention à ça. C'est le premier qui est signé par un autre auteur, Romain Mathieu, qui est Ouais. venu présenter le jeu à François Bachelard, l'éditeur, et qui lui a dit, bah oui, celui-ci, ça me plaît bien. Allez hop, je le Ouais. fais. Et donc, première parution, il y en aura d'autres qui viendront Ouais. derrière, mais c'est la première fois que François n'est pas l'auteur du jeu. Et c'est un petit jeu de cartes qui tient dans une toute petite boîte. C'est illustré par Julie Gruet et Romain Mathieu lui-même, pour 15 €, donc toute petite boîte, pour 2 joueurs uniquement. Tidi voilà, ces gens veulent le voir. Et oui, l'auteur est aussi l'illustrateur quand il est arrivé avec son jeu. Justement, ces petites têtes, François a trouvé que ça collait bien au gameplay et a voulu, les conserver. Donc c'est un jeu 2 joueurs où, un joueur va jouer, l'Empire romain et l'autre va jouer, l'Empire barbare et on s'oppose pour gagner des points de conquête, des points de contrôle sur différents lieux qui ont été tirés pour la partie. Alors je dis l'Empire romain et l'Empire barbare. En fait, les cartes sont illustrées différemment, mais on a bien le même deck de 21 cartes. Si moi, de mon côté, une de mes cartes est Attila, toi, de ton côté, c'est le nom de ton général, Aetius ou quelque chose comme ça, mais ça a bien exactement le même effet, la même valeur, etc. Donc voyez-le un peu comme un shoot 'em totem, sauf que les lieux, on en tire Heu, ils sont différents à chaque partie. Et comment ça va se jouer? Vous piochez 6 cartes de votre paquet et vous en choisissez 3 que vous allez jouer pour la manche et les 3 autres, vous les mettez au-dessus de votre paquet. Donc mathématiquement, ils reviendront automatiquement dans votre choix pour la manche suivante et vous allez programmer l'ordre dans lequel vous allez, les jouer. Et une fois que les joueurs ont programmé donc leurs 3 cartes, on révèle, hop, et celui qui a la plus grosse valeur, l'initiative, va choisir dans quel lieu il le met. À partir du moment où moi je me suis positionné dans un lieu, c'est moi qui le contrôle pour le moment. Tu peux pas venir te positionner dans ce lieu-là.
et on va venir placer comme ça 2 cartes. Mais entre la deuxième et la troisième carte, les joueurs vont pouvoir venir déplacer des unités pour créer des situations de conflit et le conflit se résout assez simplement. Si j'ai plus d'unités que toi, c'est toi qui dégages et à quantité égale, c'est les plus grosses, valeurs qui l'emportent et on essaye comme ça de contrôler les lieux à la fin de la partie, ceux qui rapportent le plus d'étoiles. Sur la gestion des déplacements, ça va être important de voir si c'est une terre, je peux me déplacer que sur les lieux adjacents. Si c'est une mer, je peux me déplacer évidemment sur les lieux adjacents, mais aussi, sur, d'autres mers. Essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Comme on a exactement le même deck de cartes, il n'y a pas que des decks, il y a pas que des cartes qui représentent des personnages avec des valeurs, il y a aussi, des événements et des bâtiments qui octroient des pouvoirs, spéciaux et vous essayez d'utiliser ça au mieux, quoi. On nous cite également A Long History qu'on a oublié chez l'éditeur Nostromo qui fait également partie de la liste. Merci à Laura Gogri qui nous l'a glissé sur le chat. Et là, vous voyez effectivement sur l'image que je montre à l'écran que vous avez une liste de lieux qui sont posés au centre de la table et les joueurs vont poser des cartes de chaque côté pour essayer de l'emporter. C'est assez malin. Il y a une petite histoire autour de ce jeu parce que je crois que l'auteur n'est pas du tout un auteur de jeu à l'origine, c'est une de ses premières créations, si je ne me trompe pas. En tout cas, on a fait une vidéo, on va vous la diffuser, vous verrez l'histoire du jeu dedans parce que forcément j'ai une mémoire qui n'est pas absolue, je peux me mélanger les pinceaux pas là-dessus. Non, mais je crois bien que tu as raison et que c'est plus quelqu'un de bercé par l'histoire. Alors forcément, oui, c'est hein. des cordes sensibles un peu, chez François qui est aussi un grand fan d'histoire. Mais oui, parce que François est l'auteur de A Long History, autre jeu publié par Nostromo. On termine sur le 31 mai. Il y a 3 jeux qui vont se rajouter à votre catalogue, et puis tous ceux qui sont déjà présents, évidemment, qui seront toujours commandables par les boutiques. Dernier jeu qui se rajoute à cette période-là, c'est Infiltrate, et celui-ci, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Je crois que c'est toi qui m'y as fait jouer d'ailleurs, quand tu es venu au chalet. Tu nous l'as fait découvrir, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de déduction. Il y en a plein des jeux de déduction qui sortent ces derniers temps, mais celui-ci a une particularité, il est coopératif. Il est coopératif, mais en fait, souvent, parce que c'est des mots que j'allais dire presque qui commencent à sonner de manière péjorative. Toi et moi, tu dis coopératif, ça vend pas du rêve, Ah, c'est vrai que alors on l'a dit, effectivement, tu l'as dit toi aussi, c'est pas notre style de jeu. Mais attention, quand on dit je suis pas trop coopératif, on résume les choses, c'est qu'on a tendance à directement associer, tu as raison d'insister là-dessus, les jeux de type pandémie, c'est-à-dire des jeux dans lesquels beaucoup d'informations sont visibles et où il y a un effet leader qui est très fort. C'est pas du tout le cas d'Infiltrate. Non, c'est pas du tout le cas d'Infiltrate et souvent je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec, The Crew. On est dans ce même genre de jeu de cartes que vous jouez de manière assez intense avec un débrief. Il y a un carnet de campagne à l'intérieur qui va vous donner de nouvelles contraintes d'une partie à l'autre et aussi on pourrait citer Anabi, ce genre de jeu où tu crées quelque chose entre les joueurs, au fur et à mesure. Tu te crées des codes et tu peux donc te rajouter des nouvelles contraintes au fur et à mesure. Et dans le chat, Laura Gogri, c'est une des personnes avec qui j'ai le plus joué à Infiltrate et j'y jouais encore hier soir avec elle justement. Donc, vous l'avez Qui nous dit compris, que c'est son jeu de l'année dans le chat. Ouais, bah oui. On a même fait nos petites grilles personnalisées parce qu'on trouvait qu'on pouvait pas noter toutes les choses auxquelles on pensait. Ah oui, oui, on est allé un peu En loin. général, quand on commence à pimper un jeu en fonction de son caractère, c'est qu'il y a quelque chose autour de ce jeu. Tout à fait. Et donc, c'est un jeu, donc il a dit coopératif de déduction dans lequel, attention, il y a traître dans le titre. Il n'y a aucun traître autour de la table, c'est purement coopératif. Les traîtres sont des cartes qu'on va placer dans des, chevalets et dont nous seuls allons voir donc forcément, la couleur et la valeur et on essaye de faire deviner ces traîtres-là aux autres joueurs. Mais chaque joueur pourront avoir pris, des traîtres et on essaye en fonction de leur mission d'en éliminer un certain nombre avec un gimmick qui est rigolo. Il y a un flingue en carton au centre de la table et quand vous faites l'action d'éliminer un traître, vous allez prendre ce flingue-là, vous allez pointer non pas le joueur, mais bien la carte et dire je pense que tu as le 9 bleu. On dépense une balle et on espère avoir raison. Ça paraît tout bête, mais je trouve que c'est un gimmick auquel on s'attache parce que nous, justement, on en est à pimper notre jeu et on a un pistolet en plastique qu'on Chargé. dégaine vraiment. Ouais. Non, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et comment ça va se jouer? Eh ben donc, je vous ai dit que les cartes, elles avaient des couleurs et des valeurs. Vous allez pouvoir jouer ou des cartes ou chez vous ou la donner à un autre joueur pour qu'il donne des informations sur son traître.
ou à la verticale si la carte que vous jouez partage une information avec votre traître. Et partager une information, c'est ou sur la couleur ou sur la valeur. Est-ce que cette valeur est un multiplicateur ou un diviseur de ma valeur à moi, ou à l'horizontale. Donc on pourrait dire qu'on joue à similou de la déduction. La carte que je joue ne partage aucune information. Et vraiment, ça fait des trucs. Les trucs que je crois que j'aime le plus, et qui s'est encore repassé hier soir, c'est que quand les joueurs font des déductions et notent des choses sur votre plaquette, s'ils se plantent complètement dans leur déduction, vous ne pouvez rien dire. Vous participez à toutes les déductions, sauf à la vôtre. À un moment donné, hier, je les vois, et ils oublient une couleur et ils commencent à dire: «Ah bah, elle a 2 ou 15 verts, on a une balle de rat, bon, on va y aller, on va tirer sur 15 verts», et j'étais là: «Et moi, je suis nul en poker face, je suis nul». Il revient à mon tour, il m'élimine avec le 15 vert, je leur dis: «Ah non, c'est pas ça», puisque j'avais, le 15 jaune, et c'est moi qui ai le 2 vert en main parce que je sens bien qu'ils vont revenir me buter avec le 2 vert, et vite, je joue le 2 vert chez un joueur pour qu'il comprenne. Et là, il voit le 2 vert, il se dit: «Mais où c'est qu'on s'est raté? Vas-y, on efface, on recommence et tout». Mais j'aime vraiment beaucoup, et les missions vont imposer des contraintes rigolotes comme, vous pouvez éliminer que chez le joueur à votre droite. Vous pouvez faire l'action d'éliminer que si vous avez autant d'indices positifs que négatifs. Vraiment un feeling à la The Crow, assez intense. Voilà, Voilà, bah, on a voilà. Laura Gogri qui effectivement raconte la partie d'hier soir en disant: nous nous sommes, cher ami, plantés laborieusement. Je lis mot pour mot ce qui est écrit sur le Mot chat. pour mot. Avec quelques variantes quand même, parce que je pense que c'est pas lisible sur le chat. Alors, ça, c'est les sorties du 31 mai. Joli planning sur le 31 mai. Clash 451, le destin d'Attila. World Wonders, indispensable extension pour l'extension Mondo pour World Wonders. Et Infiltrate, un jeu très original de déduction qui va là aussi créer beaucoup d'émotions autour de la table. Clairement, un très joli catalogue qui se rajoute, enfin des jeux assez importants qui se rajoutent à votre catalogue pour la fin du mois de mai. Et on va passer sur les annonces de jeux qui sortiront en juin, donc un petit peu plus tard, le 14 juin, 2 semaines plus tard. Et là, on a 5 Il n'y a jeux. pas de sortie le 7 juin? Tout le monde n'a pas indiqué le 7 juin. Ah, mais non, c'est juste que c'est mon anniversaire le 7 juin. Alors je note, hop, anniversaire, le 7 juin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ton anniversaire? Me souhaiter mes 29 un ans. SMS, 29. ça me paraît une très bonne chose. Waouh! Tu vas prendre un SMS de Martin Wittberg? C'est noté. Donc, le 14 juin, on commence par, évidemment, transition immédiate, un autre jeu de société. Waouh! Golden Creek. Un jeu. Alors, c'est publié par Labo Ludique, un éditeur que j'aime bien. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à croiser. Son nom va m'échapper, mais en tout cas, Pierre oui, BD? Pierre, exactement, en festival. J'aime beaucoup ces petits jeux avec, en général, un sens graphique qui est intéressant également. Alors, c'est un jeu qui est signé par Ségolène et Jean-Paul Monet et illustré par Michel Verdu. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'auteur de Bluffer? C'est Je crois que je possible. dis pas de Là, je saurais bêtises, pas dire. mais ça doit être son épouse, ou lui qui est le mari d'eux. Et c'est un jeu de guessing qui m'a fait penser, alors pas dans le gameplay, mais dans le feeling, à Crossing, si vous voyez de quel jeu il s'agit. L'idée, c'est qu'on est des pirates, waouh, et il faut qu'on pille le plus de trésors sur les 3 îles qui sont au centre de la table. Îles sur lesquelles on va rajouter des trésors en début de partie. Et comment on va faire ça? Vous avez des cartes en main qui correspondent soit à l'action attaquer, soit à l'action piller. Donc ça fait 2 cartes, mais multiplié par les 3 couleurs, ça fait 6 cartes. Et on va choisir en simultané tous une carte de notre main, on la révèle et on se place face à l'île qui correspond à la couleur de la carte qu'on a jouée. On résout chaque île. Qu'est-ce qui se passe si on est un seul à attaquer, à piller l'île? On prend les trésors. Si on est plusieurs, raté. Bon, il y a un petit bonus sur notre carte pirate. Par contre, si moi j'ai pillé l'île et que toi tu as attaqué, ben moi j'ai pillé et toi tu m'as volé mes trésors. Par contre, si on est plusieurs à attaquer, il se passe rien. Donc du guessing de un, il a fait ça, oh, sur cette île il commence à s'accumuler des trésors, donc il va jouer ça. Donc tous ils vont aller sur l'île bleue, donc il n'y a pas d'île bleue, c'est jaune, vert ou rouge, je crois. Tous ils vont aller sur l'île jaune, donc moi je vais aller sur l'île verte,
Et en fait, c'est plus du hasard et du rire au moment de la résolution de pourquoi t'as fait ça. Voilà, voilà. Alors, on voit tout à fait le type de jeu dont il s'agit, qui vont créer de l'ambiance facilement autour de la table. Et comme toujours avec Labo Ludique, ce sont des jeux qui sont accessibles au plus grand nombre. Très tôt en âge d'ailleurs, c'est marqué 7 ans sur la boîte, 15 minutes. Donc des jeux rapides, faciles à expliquer, avec des graphismes plutôt agréables. Vous les avez vus sur ces images. Moi, je me vois tout à fait sortir ce jeu sur le guessing. En plus, ça marche bien avec mes enfants. Je le vois sortir en famille, même si mes enfants ont bien au-delà de 7 ans maintenant. J'ai bien au-delà de 7 ans, enfin, pas guère à plus, mais un peu au-delà. Oui, dans la tête, on a tous un peu 7 ans quand même, malgré tout. Voilà pour Golden Creek, nouveau jeu publié par Labo Ludique. Le jeu suivant, on enchaîne avec un jeu qui nous emmène en automne. Oui. C'est pas du tout la saison. Oui, voilà, Lucky Duck, ils sont pas toujours en osmose avec la semaine parfaite. Parce que là, ils étaient parfaits sur Cannes, sortir un jeu de cinéma sur Cannes, mais par contre, le suivant, là, Leaf, berceau d'automne. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as regardé la météo dehors, ils sont dit, bon, c'est l'occasion de le sortir. Non, il y a beaucoup plus ces derniers temps. Non, mais après, quand on est dans une saison en particulier, est-ce qu'on a envie de jouer dans cette saison? Non, le jeu de société, c'est partir à l'aventure dans des univers que l'on ne connaît pas, Heroic Fantasy, aventure zombie, l'automne. Voilà. C'est pas la saison, mais c'est le beau moment peut-être. Leaf, berceau d'automne, un jeu de Tim Eisner, publié par Lucky Duck Games à partir de 10 ans. Et c'est un jeu de pose de tuiles où les tuiles vont avoir une forme bizarroïde puisque les tuiles vont avoir des formes de feuilles. Alors mon esprit mathématique à chaque fois est chagriné en train de se dire c'est quoi ça? C'est un hexagone, un pentagone? Donc de mémoire je crois que c'est des pentagones. En fait, comment ça va se jouer? À votre tour, vous jouez une carte de votre main et cette carte, vous allez aller prendre la feuille qui correspond dans le marché. C'est plus facile de tenir des cartes que des feuilles et vous allez la poser où vous voulez, sur, le plateau et quand vous posez une feuille dans cet espace central, commun à tous les joueurs, vous allez réaliser toutes les actions des feuilles à laquelle vous connectez la feuille que vous placez. Un peu comme dans Honey-Buzz, si ça te parle, quand tu plaçais tes alvéoles, tu réalisais toutes les actions auxquelles tu te connectais. Qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire ces actions? Déjà, il y a une action qui permet de faire pousser des champignons et justement, quand je place ma feuille, je donne des soleils à tous les joueurs qui ont des champignons sur les feuilles adjacentes. Ça permet de faire grimper, puisque nous sommes sur le thème de l'automne, un petit écureuil tout le long de l'arbre. C'est des points de victoire en fin de partie. Ça nous permet d'aller piocher des cartes parce qu'il vaut mieux pas tomber à la dèche de cartes. Sinon, là, le jeu nous pénalise si on n'a plus de cartes à jouer au début de son tour. Ça nous permet d'aller récupérer des animaux. Et en quoi ces animaux sont intéressants? On les récupère, on les met au-dessus de notre petit plateau et il va y avoir les joueurs, c'est pas à chaque tour de jeu que la saison avance. Les joueurs vont pouvoir dépenser des soleils pour faire avancer la saisonnalité, presser j'allais dire la fin de partie. Et à un moment donné, il y a un changement de saison, c'est la gelée. Et à ce moment-là, tous les joueurs pourront faire stocker, faire hiberner un seul type d'animal. Et c'est un jeu de collection. Plus vous avez d'animaux du même type, plus vous allez marquer de points. C'est vraiment très chill comme mood parce que je vous ai résumé 90% des règles. C'est intriguant, justement, ce fait de poser des feuilles qui ont pas une forme mathématique précise et qui pourtant se connectent sans aucun, sans aucun moment de doute de mais c'est connecté ça ou je suis très curieux de voir ça. Ouais, c'est pas de l'estimation, c'est vraiment en fait c'est une forme géométrique qui est masquée derrière ces feuilles-là, mais on le voit pas quand on le joue, quoi. Ouais, ça a l'air très malin dans le matériel. Du coup, le matériel m'impressionne et de ce fait, alors je ne sais pas du tout si la mécanique me plaira en particulier, mais à t'écouter plutôt, j'ai l'impression. Pour le matériel, j'ai envie d'y jouer. Ça arrive bientôt. Donc le 14 juin. 14 juin, mi-juin. Prochain jeu qui paraît chez Lucky Duck Games. On continue sur les sorties du mois de juin avec un jeu qui va nous apporter quelque chose dont tu as besoin, Rachel, vraiment un peu de pureté. Il me semble que là, vraiment, je suis curieux de te découvrir. Alors, c'est un autre jeu publié par Nostromo Édition. François était passé au chalet, François Bachelard, pour nous présenter pas mal de jeux. Il ne nous en avait pas parlé de celui-ci encore. Il a dû se monter très rapidement, j'ai l'impression.
Non, parce que moi, il me l'avait montré en C'est même temps vrai? que Clash 451, ouais. Ah ouais, Mais bah écoute. peut-être que le jeu avait besoin des illustrations pour être apprécié à sa juste valeur. Hop, j'essaye de l'attraper, mais je sais pas pourquoi. Réflexe, il est dans mon entourage, je veux l'attraper. Et Et on cette se fois, c'est retrouve avec un l'auteur, jeu. François. Ouais, et c'est un jeu exactement, du même format. Alors c'est pas écrit de manière officielle parce que vous savez comment c'est les licences, mais si, Ah, hop, et c'est pas, regardez un chimiste et tout ça, c'est pas moi une je peux le licence, hein, dire. c'est une parodie. Oui, voilà, c'est une parodie. C'est une parodie de la série, Breaking Bad qui est probablement une des meilleures séries. Je la mets dans un top 3 meilleures, séries, de tous les temps. Moi, je vais pas utiliser le pitch de l'éditeur qui dit que c'est un jeu de pli. Pour moi, c'est un jeu de cartes avec des actions, des cartes qu'on va mettre dans notre, réserve. En fait, l'idée, c'est que vous avez reçu un clan en début de partie, mais c'est pas un jeu à rôle caché non plus. Pourquoi? Parce que dans un jeu à rôle caché, quand on vous a attribué, un rôle, vous le gardez jusqu'à la fin de la partie. Là, le jeu, à la fin de la partie, va vous dire: «Tu es chimiste» ou «Tu es DEA», les flics, qui chassent les fabricants de drogue. Vous pouvez en changer au moment du scoring et dire: «Oh non, j'avais reçu chimiste, ça m'intéresse pas, je vais être DEA». Pourquoi? Parce que chaque carte que vous aurez utilisée pour, scorer scorera mieux en fonction du camp que vous aurez choisi. Par contre, si vous restez fidèle au camp que vous avez reçu en début de partie, il y a un petit bonus de points, donc on essaye de s'y tenir. Et pourquoi c'est pas un jeu à rôle caché? Parce que si on joue à 3, on va mélanger 3 chimistes et 3 DA et si ça se trouve, on a tous les 3 le même rôle autour de la table. Donc c'est pas un jeu à D'accord, rôle ouais. caché. C'est un jeu dans lequel on va ensuite se drafter, des cartes et ces cartes, on va tous, les mettre, face visible et à son tour de jeu, c'est simple. On choisit une carte pour en faire une des 3 choses, soit chut, la mettre dans sa pile de score, soit, aller attaquer avec, sa carte une carte adverse, mais toute l'iconographie nous dira si on peut le faire ou pas le faire. Par exemple, je peux prendre mon flic et aller dire: «Hop, hop, hop, ton apprenti chimiste là, hop, je l'attaque, je le prends et je le mets, dans ma défausse», soit directement, alors j'ai dit attaquer et j'ai dit ou faire, l'action qui est spéciale. Par exemple, si vous avez regardé, la série, Marie, la femme de Hank, qui est kleptomane, la kleptomane, elle vous permet d'aller prendre une carte, chez un autre joueur, sans plus de discussion aucune et c'est comment vous utilisez vos cartes en fonction du scoring, en fonction de votre camp. Parce que pour vous la faire rapidement, si vous êtes chimiste, vous voulez stocker de la meth, mais la DA veut aussi stocker de la meth, puisque ça correspond au moment où ils veulent l'arrêter. Si vous êtes chimiste, vous voulez pas avoir le grand boss méchant, parce que sinon c'est des emmerdes. Vous voulez pas avoir des flics dans votre pile de score. Et c'est un peu c'est plus du Texat qu'un jeu de pli, quoi. D'accord, donc c'est un jeu à licence, mais sans la licence. C'est pour Ouais. ça qu'on a ce thème qui est assez original, parce que c'est vrai que c'est pas un thème commun de se dire tiens, hey, les enfants, venez jouer avec moi, on va faire de la drogue. C'est- Oh, ça il- va, c'est des petits cristaux. Ah, d'accord. Et c'est le nouveau jeu donc, de François Bachelard, publié par Nostromo Édition, toujours illustré par Julie Gruet, qui travaille avec François sur ces différents jeux. 30 minutes d'un jeu assez accessible. On enchaîne. Mmh, Cette fois-ci, voilà, si votre passion, c'est pas la drogue, c'est plutôt les corquis. on, on enchaîne avec un jeu qui n'a strictement rien à voir pour sa thématique, mais ça peut être une drogue pour certains. Un autre jeu de Pascal Bernard, le troisième dont on parle aujourd'hui, un autre jeu de Musoka Studio, le troisième également dont on parle aujourd'hui. C'est un auteur maison, Pascal Bernard. ouais, c'est un auteur, que Maxime a sollicité et qui a fait quelques jeux, oui. Et donc, Corgi, autre, tu vois, ce que je disais au début, c'est les lamas, c'était à la mode avant, maintenant les corgis, c'est plus à la mode. Il y a qu'à regarder dans le monde du jeu, il y a même des gens qui ont des corgis. Non, je rigole. Ouais. Mais c'est plus difficile d'adopter un lama quand même. Un C'est vrai. corki, c'est possible. Ou, vous vous mariez avec quelqu'un qui ressemble à un lama. «Pardon chérie». Je rigole. Quoi? Serge Lama? Non? Ah, non, mon chéri ressemble à un lama quand même. Ah Non, bon? je rigole. Non, 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 Ok. il est beaucoup trop beau pour On apprend ressembler des à un trucs sur lama. ta vie privée, mais bon, très bien. Donc, l'idée c'est que, on est des corgis dans Happy Corgi, on a chacun son corgi et on part en balade en ville tout seul, en dandinant, nos petites fesses et on essaye de gagner le plus, de points de bonheur. Jeu de stratégie, toujours, très léger, peut-être s'il fallait faire une échelle de difficulté, un petit peu moins accessible
que Boba Life, mais guère plus, quoi. On reste sur, j'espère qu'il y a écrit 8 ans. Moi, je vais dire, voilà, c'est du 8-10. Oui, c'est 8 ans, ouais. Donc, l'idée, c'est qu'à son tour, on déplace son corgi. Il y a une rivière, enfin, un plateau qui a été fait à base de cartes. On va pouvoir se déplacer on va pouvoir venir changer de lieu. Pourquoi j'ai un trou à un moment donné? Ça va me revenir. On choisit de faire l'action du lieu et ensuite ce lieu-là, on le retourne histoire que ça change d'une partie à l'autre. Et on va pouvoir récupérer les cartes qui sont placées ou tout en haut de la colonne ou tout à gauche, à droite de la ligne, qui sont des activités à condition qu'on ait les cartes ressources en main. Et on essaye comme ça de faire notre petite vie heureuse, heureuse de corgi. Je peux dire que dans les jeux, regarde, scroll les images, il y a une action, c'est péter. Il y a une action, c'est péter. Oui. Ah Mais c'est ouais. une carte ressource. Moi, je voulais pouvoir péter dans le jeu. Ça a l'air super. Eh ben, écoute, je suis très curieux de le découvrir, celui-ci. Donc, 3 jeux qui sortent chez Musoka Studio. On a Happy Corgi, donc Pascal Bernard, c'est l'auteur des 3 jeux. Et puis, les 2 autres dont on vous a parlé ce matin, c'est, j'essaie de les retrouver, mais ils sont un peu plus loin. On a Festivibes et le dernier, c'est Boba Life. Donc, ces 2-là sont déjà disponibles. Happy Corgi, c'est pour le 14 juin. Et on termine avec une semaine après mon anniversaire. Une semaine, exactement. On termine avec un dernier jeu pour cette émission. Le dernier jeu, alors celui-ci, vous en avez déjà entendu parler parce qu'il a été sélectionné pour les Sabliers d'Or, on en a parlé et reparlé. C'est un jeu qui met l'ambiance, ça c'est certain. Et j'ai cru comprendre que sur les festivals où il était sorti, au printemps, il y a eu pas mal d'ambiance aussi sur les tables. C'est vraiment l'un des jeux qu'on devrait avoir tourné cet été. Oui. Méga Jackpot. Je fais plus que penser ça. Et je vais pas sortir mon Méga Jackpot. Ah, si. Il est tout là-haut. Méga Jackpot, un jeu d'Erwan et Yann Morin. C'est publié par Tiki Édition, illustré par Vidou. Et c'est un jeu qui vous emmène dans les casinos. Devant votre bandit manchot, vous essayez de faire quoi? Vous essayez d'aligner 3 fois le même symbole. Oui, il y a 3 piles de cartes, 3 pioches de cartes et 3 défausses de cartes, et vous essayez d'aligner 3 fois le même symbole sur les 3 défausses. S'il y a pomme, 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 hop, à la fin de mon tour, je ramasse ces 3 pommes. Le but du jeu, être le plus riche. Sauf que les pommes, ça vaut 1, et les 7, ça vaut 7. Donc maintenant, comment ça va se jouer? Et c'est ça, le truc qui est le plus dingue dans ce jeu-là. On parlait de rituel. Je trouve que ce jeu, il a une gestuelle qui est forte. À son tour, on a une action gratuite qui est de prendre 1 ou 2 cartes sur une des 2 pioches. Hop, une fois que j'ai choisi 2 cartes, mais j'aurais très bien pu en choisir une, je vais venir, pam, les retourner en simultané sur une des défausses. Je fais pas ça au hasard. Au verso de ces cartes, il y a deux dessins qui sont les 2 dessins que je peux probablement, enfin, que je peux trouver au recto. S'il y a pomme, diamant, je sais qu'au recto, j'aurai ou une pomme ou un diamant. C'est un peu, ça représente la roulette comme si elle hésitait là. Clic, 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 clic. Et je découvre si j'ai mes 3 symboles. Sauf que je peux remettre une pièce dans la machine. Il y a 2 rubis. Et donc, je ne vais pas te laisser, Martin, juste prendre une dernière carte et afficher le 3e rubis et ramasser le jackpot là où moi j'ai arrêté le bandit manchot. Ça serait trop injuste. Donc, je peux remettre une pièce dans la machine. Je peux défausser ma plus petite carte, la mettre dans le couvercle de la boîte, parce qu'il faut savoir que le fond de la boîte et le couvercle de la boîte sont des monnayeurs. Je peux défausser une carte 1 pour retenter ma chance. Retenter sa chance, c'est encore une fois retourner 1 ou 2 cartes et les mettre sur les défausses de son choix. Maintenant, le jeu ne s'arrête pas là. Quand vous encaissez de l'argent, soit vous êtes sage et vous dites tour du joueur suivant, soit vous pouvez tenter le méga jackpot, parce que tous les gens qui ont remis une pièce dans la machine, ces petites boîtes et ces monnayeurs, les gains s'y entassent, et vous pouvez dire je mise mes gains et je tente le méga jackpot. Il y a 4 tuiles au centre de la table, et si vous retournez le génie, vous remportez ce monnayeur-là. Encore plus fort. Si vous êtes culotté comme c'est pas permis, ben, vous pouvez tenter le super méga jackpot. Vous avez fait un gain avec 3-7. Et si vous faites le méga jackpot à ce moment-là, c'est une victoire immédiate.
Ça n'arrive jamais, la victoire immédiate. Donc il y a une tension qui est folle quand on pousse les joueurs, parce qu'ils ont quand même récupéré les cartes avec des sets, donc ils ont récupéré beaucoup de points. Ça peut leur permettre de gagner, mais si jamais ils sont en retard au score, ils peuvent se dire allez, je tente le coup. J'ai une chance sur 4, voire moins, parce qu'on ne retourne pas systématiquement quand quelqu'un a échoué sur sa tentative de méga jackpot. On peut avoir plus de chance. Il y a quelque chose qui se passe autour de la table. Ça fait partie des jeux où vraiment, à l'explication, on se dit ouais. Mais il faut y jouer. Il faut y jouer pour se rendre compte de ce qui se passe et de l'ambiance qu'il y a, que ça génère, et de l'excitation des joueurs autour de la table, parce qu'il y a vraiment quelques jeux comme ça qui créent de l'excitation. Où les joueurs, c'est Julien de Ticket Edition qui me disait moi je suis comme un fou sur ces jeux-là. Même quand je regardais, il nous disait Julien, les vidéos qu'on a réalisées sur la chaîne à distance, j'étais surexcité. Oui, en plus, elle nous en a fait une belle. Blandine, c'est Blandine. À faire une victoire immédiate. Elle l'a refait, j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'on y a joué 2 fois en vidéo. Une première vidéo lors des Sabliers d'Or où Blandine a réussi à faire la victoire immédiate, ce qui n'arrive jamais. Et on y a rejoué lorsque Ticket Edition est venu fêter son anniversaire, c'est 10 ans ici au chalet. Forcément, il y avait Blandine dans le coin, on lui a dit tu viens jouer à ce jeu. Forcément, elle a eu les 3 sets. Forcément, on lui a dit t'as pas le choix. Tu es obligé de voir si tu as toujours de la chance. Et devinez quoi, elle a gagné une deuxième fois. Émotion, partage. Voilà, des anecdotes dont on se rappellera toute notre vie. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai fait une partie avec Boris, le nouveau jury à l'As d'Or, où il nous voit jouer sur une partie. Et donc, juste à nous voir jouer, il comprend comment ça se joue, puisqu'il suffit de verbaliser ce que tu es en train de faire et dire « Je vais en faire une, je vais en faire une !» Il est le second joueur à jouer autour de la table. Il fait un jackpot de 7. Il tire une tuile, drop the mic. C'est mon premier tour de jeu, victoire immédiate. Oh, bon, allez. Jeu très court. Il y a des gens qui ont une chance comme ça. Quoi. Voilà, mais ça fait partie du titre du jeu, vous le voyez, c'est marqué Mega Jackpot sur la boîte, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Vous savez que c'est un jeu qui peut se terminer vite ou qui peut prendre plus de temps, mais en tout cas qui va générer des attentes, des émotions. On tape sur la table, on s'excite un peu. Et pour l'anecdote, Blandine, elle a vraiment tout le temps de la chance parce que hier, ils ont joué, Blandine et Adrien, au Paris sportif. Ah non, ils ont perdu. Non. Mauvaise anecdote. Voilà pour les jeux qui sortiront le 14 juin, les 5 jeux qui vont se rajouter à votre catalogue, c'est-à-dire Golden Creek, Leaf, 99% pur, Happy Corgi et Mega Jackpot. Là aussi, alors moi je les connais pas tous, là j'ai très envie de découvrir le matériel de Leaf. Forcément Mega Jackpot, je le connais bien celui-ci, j'y ai joué, je peux vous le conseiller, on n'a pas trop de doutes là-dessus. Et moi Rachel, elle vous conseille Infiltrator. Infiltrator, voilà. Je devrais pas faire du parti pris comme ça, mais c'était le 31 mai. C'est dingue. Golden Creek chez Labo Ludique, forcément Labo Ludique, moi je suis toujours curieux de voir les nouveaux jeux qu'ils sortent. Et puis vous avez également le 3e jeu de Musoka Studio, Happy Corgi, avec un thème qui va plaire à tous les éleveurs de chiens, et 99% pur pour ceux qui aiment la série Breaking Bad, mais c'est pas sur la licence officielle, donc on le dit pas. On reste très discret sur le jeu dont il est inspiré. 99% pur. On a fait le tour des jeux qui sortiront entre le 17 mai, ils sont déjà en boutique, et le 14 juin. Vous avez vu ces différents jeux, 13 jeux dont on vous a parlé ce matin dans cette émission. On vous l'a dit, laissez-nous la liste de ceux vers lesquels vous avez le plus envie d'aller, vers lesquels vous avez le plus envie d'aller, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, à la suite des brillantes explications de Rachel, toujours très douée dans le pitchage des jeux. Merci Martin, t'es gentil. Ça nous donne une bonne idée en tout cas. Et moi, il y en a plusieurs que je rajoute à ma liste. Comme on fait des émissions, on les présente régulièrement, on donne nos avis aussi, je les note, puisque ça nous fait du matériel aussi sur lequel travailler. Et encore, malheureusement, il y a des choses qui ont pris du retard. Mais c'est pas grave, on se retrouve bientôt. Mais oui, complètement. Là, je vois la liste des jeux qui sortiront le 28 juin, notamment 2 semaines plus tard. Il y a pas mal de gros trucs. Hein. Il y a des... Ouais. Il y aura du Lucky Duck, il y aura 3 Lucky Duck, dis donc, sur cette période-là. Bad Boot Game, Jester Game. On vous fera découvrir tout ça dans une prochaine émission. C'est les jeux qui sortiront pour le début de l'été. Il y en a quelques-uns, ça sera assez chouette. Ouais. Et des extensions aussi marquantes. Merci beaucoup, Rachel, pour avec plaisir, pour tes explications, ta bonne humeur. On enregistre un jour férié en plus. On ne savait pas que c'était un jour férié. On découvre ça, nous. On découvre ça un petit peu avec il n'y a pas vraiment de jour férié pour les joueurs de jeux de société. Au contraire, c'est les jours où on est les plus actifs parce qu'on on a du temps pour pouvoir jouer au jeu. On arrive sur la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles présentations de jeux.
peut-être de nouvelles annonces de jeux de société en partenariat avec les éditeurs ou les distributeurs comme vous le faites chez Neoludis. Merci beaucoup. Vous retrouvez toutes les informations sur ces jeux, plus d'explications sur la chaîne vidéo de Neoludis, la chaîne YouTube. Allez la voir. Rachel fait régulièrement des petites vidéos et ça vous donne, si vous avez un doute, si l'explication est trop courte, si vous voulez voir le matériel, puisque tu manipules le matériel également sur ces vidéos-là, c'est des petites vidéos efficaces et très pratiques. Oh, t'es gentil. Ça me touche. Je voulais mettre mon t-shirt à monde de jeu, mais il était sale. Ah mince, ça sera pour la fois prochaine. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Bisous les gens, à bientôt.